Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Mouftaou Badarou, écrivain et journaliste, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Le pays n'a pas su transformer ses recettes pétrolières en une croissance durable. Les conclusions des économistes au sujet du Tchad, pays toujours en plein marasme économique depuis le choc pétrolier de 2015 et 5 ans après les débuts de cette crise, peu de résultats en matière de diversification économique. Reportage notre correspondant sur place, Mahamat Ramadan. Dans le cadre de la diversification de l'économie, les autorités tchadiennes ont procédé à l'identification des filières porteuses pour faciliter les investissements à l'intérieur du pays. Avec l'aide de African Management Services Company, le gouvernement a identifié 10 agropoles qui serviront de base pour la création des pôles provinciaux de développement. C'est une initiative qui vise à construire le développement dans une région. Le programme national de développement, le PND, a clairement inscrit comme une priorité la création de pôles régionaux de développement. Et les agropoles participent de cet objectif-là. Donc autour des agropoles s'effectueront une série d'initiatives, une série d'activités diverses qui contribueront toutes à développer la région dans laquelle ces agropoles seront installés. Donc c'est de véritables outils de développement socio-économique qui font leurs preuves en ce moment dans de nombreux pays africains notamment. Les investissements prévus dans le cadre de partenariats publics-privés pour la valorisation des agropoles identifiés dans les provinces sont estimés à environ 60 milliards de francs CFA pour une période de 3 ans. Je tiens à apporter une précision très importante. Il ne s'agit pas de dire qu'une agropole X qui est implémentée dans une province empêcherait les autres de se développer. Ce n'est qu'une filière porteuse qui va permettre de structurer 10, 15, 20 filières derrière. Un exemple concret, le sésame par exemple au Moyen Chari ou au Mandoul n'empêche pas le développement du karité. La viande bovine ou au cameline au BET ou du moins dans l'Enedi Est n'empêchera pas le développement d'autres secteurs, la date par exemple ou la gomme arabique. Pour rappel, l'année 2019 est dédiée à la diversification économique et le développement social du Tchad. Le budget annuel de cette année prévoit une augmentation des investissements publics de 14,1% à travers le plan national de développement. Alors le Tchad, où une politique d'austérité est en vigueur depuis déjà quand même 2-3 ans maintenant, mais aucune mesure d'envergure n'a été prise dans le sens de la diversification. Comment expliquer cette persistance, voilà, l'État qui compte toujours sur les recettes pétrolières alors que visiblement ça représente un danger pour l'économie, Emmanuel Dupuis. Déjà, il faut évoquer le fait qu'on est dans une constante baisse du prix des hydrocarbures depuis 2014. Avec une stabilisation, on est passé là en une année de 120, un prix du baril à $120, qui est stabilisé maintenant à 49-50 $. Donc évidemment, ça pèse sur des économies qui sont monocentrées ou largement dépendantes, 70% des recettes budgétaires venant des hydrocarbures. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et ça a été pointé par un certain nombre d'organismes internationaux, qui classent le Tchad comme un très mauvais élève pour l'attractivité économique. Le rapport annuel Doing Business classe le Tchad parmi les pays les moins attractifs pour les investissements directs étrangers. 180 sur 190. Donc là aussi, il y a des responsabilités qui sont aussi gouvernementales dans la manière dont la gouvernance est mise en place. C'est la raison pour laquelle le jeune ministre de l'économie, Issa Toubrani, qui a été nommé ministre il y a quasiment il y a un an, appréhende un dossier largement compliqué. Et puis il y a effectivement le fait que il y a un certain nombre d'éléments qui restent néanmoins positifs. Le FMI a débloqué 55 millions d'euros il y a quelques mois, enfin 55 millions de dollars. Le fait qu'il y ait une renégociation sur la dette, c'est important, 50%, le Tchad a un déficit public qui représente 50% de son PIB. Avec là aussi une difficulté ensuite à emprunter sur les marchés internationaux. C'est la raison pour laquelle il y a eu une d'âpre négociation avec la société anglo-suisse Glencore qui a révisé son taux d'intérêt qui était énorme, 12%. Le taux d'intérêt maintenant donc de l'emprunt auquel a procédé le Tchad est passé de 12 à 7,5. Et puis là aussi, encore une fois, une certaine forme d'interrogation
quand on voit que le Tchad est obligé d'emprunter auprès de ses alliés et de ses amis. Le ministre des Affaires étrangères, le président français accompagné du ministre des Affaires étrangères a promis 40 millions d'euros encore récemment. Et je crois, je ne voudrais pas monopoliser la parole, qu'une des raisons pour laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu il y a quelques jours à N'Djamena et en réponse ou en écho au déplacement du président Déby en Israël, répond aussi à la recherche de nouveaux partenaires ou de nouveaux alliés. Muftaou Badarou. Oui, tout à fait. Le Tchad cherche des bouffées d'oxygène, n'est-ce pas, financières, à l'extérieur, notamment en Israël. Et ceci résulte effectivement de la mauvaise gestion du pétrole. Il y a un rapport de la Banque mondiale de 2018 qui dresse un sévère réquisitoire contre la gestion des recettes pétrolières par le Tchad. C'est-à-dire que le Tchad a raté le coach. Le Tchad a raté ses chances, n'est-ce pas, de diversifier son économie depuis l'exploitation du pétrole de 2003, depuis l'année 2003 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le PNUD classe le Tchad, selon l'indice du développement humain, 50 sur 52e. Donc, c'est tout dire. Donc, au vu de ce constat affligeant, eh bien, effectivement, le Tchad cherche comment diversifier son économie. Mais c'est un peu tard. Hein. À mon avis, quand on a des chances, il faut pas les rater, il faut pas les gaspiller. Et il faut absolument que le gouvernement tchadien, n'est-ce pas, redresse la barre, absolument. Alors, et surtout, lutte contre l'impunité. Oui. Avait noté un léger mieux dans l'économie tchadienne, mais combien même il y aurait une petite amélioration, elle serait complètement artificielle dans la mesure où le Tchad dépend encore complètement des bailleurs de fonds, l'Union européenne, vous l'avez dit, tous les deux, la Banque mondiale, peut-être Emmanuel Dupuy. Et puis, il ne faut pas oublier que le Tchad, géographiquement, est enclavé, mais est également enclavé géopolitiquement. Et que le Tchad est le nœud gordien d'une situation stratégique dans laquelle il est très impliqué. L'honnêteté m'oblige à dire que nous la sollicitons beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles le Tchad dit qu'elle a besoin de l'appui de la communauté internationale. Car pour la stabilisation dans la bande sahélo-sahélienne, au moment où la MINUSMA s'est mise en place, nous avons eu largement besoin des 900 Tchadiens qui ont participé depuis 2012 à la stabilisation au Tchad, au Mali. De la même manière, le Tchad est à l'initiative et donc paye 10 millions d'euros par an sa participation à la stabilisation autour du lac Tchad, forcément, puisque c'est là dont sont tirées une bonne partie de ces ressources pétrolières, mais participe au financement, au monitoring et, pour ne pas dire à la participation plus que tutélaire dans la force mixte multirégionale. Deuxième mobilisation financière. Et puis la troisième, on l'évoquait précédemment, c'est la Centrafrique. Évidemment, où le contingent tchadien qui n'est plus présent au sein de la MINUSCA a coûté beaucoup d'argent également. Donc tout ça, pour résumer, il y a évidemment le coût de la mauvaise gestion, un certain nombre d'aléas extérieurs, le prix des hydrocarbures, enfin la fluctuation des prix des hydrocarbures, et puis le coût que le Tchad a octroyé la lutte donc contre le terrorisme. Ou a dû concéder en matière de sécurité. Ce n'est pas essentiel, mais ça démontre à quel point le Tchad veut évidemment jouer sur le fait que maintenant c'est à la communauté internationale de l'aider parce qu'elle a largement contribué à la règlement des 3 conflits que j'évoquais. Muftaou Badarou, donc le Tchad qui profite pleinement de ce positionnement géostratégique. Oui, tout à fait, mais juste pour renchérir sur ce qu'a dit mon co-débatteur, c'est les prix ont commencé à chuter autour de 2013-2014. Voilà, donc de 2003 à 2013, il y a quand même 10 ans. On va dire 10 ans de pleine recette pétrolière, vraiment les années fastes que le Tchad n'a pas pu bien exploiter. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le Tchad cherche à trouver des bouffées d'oxygène financière, mais c'est à l'honneur du gouvernement tchadien. Hein. Bon, il n'a pas pu saisir ses chances auparavant et ils essayent de rebondir sur pied. C'est à leur honneur, absolument. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Zahra, oui, le FMI a noté un léger mieux, c'est la raison pour laquelle elle a débloqué, il y a de cela 5 mois, les 55 millions de dollars que j'évoquais. À la
condition quand même qu'il y ait une prise en compte donc de la nécessité de réformer le système des services publics. Les 90 000 fonctionnaires que l'État tchadien n'arrive plus à payer, puisque c'est la raison pour laquelle elle a demandé, pour lequel la France a décidé d'octroyer un prêt sur 20 ans pour payer à raison de 30 millions d'euros les fonctionnaires et les 10 millions restants pour payer les retraites. Je rappelle que ça fait 3 mois que les retraités n'ont pas pu toucher leur pension, car tout simplement les caisses sont vides. Donc ce sont des choix qui se sont faits aux dépens des secteurs qui pourtant, et là je vous rejoins, qui pourtant faisaient partie de la projection stratégique du Tchad, puisque le Tchad a un projet qui s'appelle Tchad 2025, dans lequel il y a 3 secteurs d'investissement. Les hydrocarbures en sont un, l'agropastoralisme en est autre, et évidemment les industries et les transports constituent la troisième partie de ce projet. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de changements gouvernementaux, il y a eu une instabilité politique qui est en train de se résorber, puisque maintenant on va s'orienter, faut-il le rappeler, vers les élections législatives en mai, et donc il y a aussi une urgence préélectorale qui fait qu'on accélère ou on essaye de repeindre, de ripolliner, comme on dit, une façade, alors que derrière, les problèmes, évidemment, ne sont pas réglés. Muftaou Badarou. Moi, je trouve que le grand problème au Tchad, c'est quand même la prévarication et l'impunité aussi, à mon avis, sans compter aussi le népotisme. Un pays peut disposer de recettes budgétaires modestes, mais la bonne gestion fera que ce pays s'en sortira. Mais en revanche, si le président nomme, je ne sais pas moi, son frère à la tête des hydrocarbures au Tchad, et que parallèlement à ça, il y a beaucoup de corruption dans le pays, et bien mon vieux, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc le grand problème au Tchad, c'est surtout, à mon avis, la lutte contre l'impunité. Voilà, et contre la corruption. Ça, c'est très important. On a beau chercher des bouffées d'oxygène en Israël, en France, soit dit en passant, c'est quand même ridicule et vraiment incroyable que ce soit la France qui supplée le Tchad dans le paiement ou des pensions ou des salaires des fonctionnaires. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle vraiment le grand nettoyage. Donc pour vous, il ne faut pas simplement se focaliser sur cette question de la diversification, il faut savoir également regarder les autres choses qui ne vont pas, à savoir la lutte contre la corruption, effectivement. Il y a des pays qui ne sont pas pétroliers et qui s'en sortent. Le Bénin, jusqu'à preuve de contraire, n'a jamais sollicité la France pour payer les fonctionnaires. Il y a des pays qui ne sont même pas pétroliers et qui s'en sortent très bien. Donc voilà, d'abord la lutte contre la corruption, le peu de recettes dont on dispose, bien les gérer, et puis les aides viendront de toute façon. Si vous gérez bien votre pays, les gens vous tendront effectivement la main pour vous épauler. Mais quand les pays sont mal gérés, n'est-ce pas, et que même en termes de gestion humaine, quand on retrouve les parents du président qui sont à la tête des institutions ou des hydrocarbures, à mon avis, ceux-ci ne participent pas d'une bonne gestion des affaires de l'État. Moi, je rajouterais qu'il y a effectivement aussi la nécessité de s'entendre avec ses voisins. Et que pour un pays enclavé, c'est déterminant. Parce qu'évidemment, il s'agit de faire rentrer des investissements et il s'agit d'exporter les ressources dont on dispose, pétrolières et agricoles. Sans doute faut-il un petit peu plus appuyer vers l'agropastoralisme, parce que ça contribue aussi à fluidifier les relations dans cette région, encore une fois, qui est horizontalement et verticalement au cœur d'instabilité liée aux groupes armés terroristes ou à la grande criminalité. Et je crois que vous avez raison de dire, alors que les élections se profilent, alors que le président Déby est au pouvoir depuis 29 ans, mais finalement, il n'est au pouvoir que depuis 29 ans par rapport à d'autres pays, comparaison n'est pas raison, qu'il y a effectivement à avoir non pas à faire le grand ménage, comme vous l'évoquez, je ne m'autoriserai pas cette expression, mais quand même à avoir un processus inclusif. Vous avez raison de dire qu'il y a une urgence économique. Il y a une urgence sécuritaire, il y a une urgence économique. Et au moment où il y a une urgence économique, il faut s'entendre avec l'opposition. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'opposants historiques
l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hachek Ibn Oumar, a été autorisé à rentrer au pays alors qu'il était en exil depuis 1994. Et donc il y a des réflexions. Le leader historique, Kezabo, a vu le président pour effectivement rentrer dans un processus dans lequel il y a une prise en compte non pas une unité nationale, mais en tout cas une mobilisation. Et vous avez raison de dire qu'il faut s'atteler au cœur du problème, la prévarication, le népotisme et évidemment la corruption, comme dans l'ensemble des pays de la région. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.